Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, mettre l'empathie au cœur de l'enseignement, c'est le credo d'une chercheuse et ingénieure en neuroéducation. Comment développer l'empathie, aider les enfants à communiquer leurs émotions? Réponse avec vous, Gaëlle Hassoun. Vous nous rejoignez depuis les Alpes-Maritimes puisque vous êtes notamment professeure de français à Nice, enseignante, ingénieure, je le disais, en neuroéducation, présidente de l'association Be Enjoy. Vous êtes entrée en 2021 dans le top 50 du Global Teacher Prize. Bonjour à vous. Bonjour. J'ai envie de faire réagir Gaëlle Hassoun parce que Gaëlle, vous êtes évidemment professeur de français dans un collège, notamment de Nice, en REP+. Modco, c'est une initiative, c'est une solution que vous pourriez utiliser en classe avec vos élèves? Oui, tout à fait, je pourrais l'utiliser. J'étais en train de réfléchir en vous écoutant parler. Et je pense que bon, vous avez soulevé tous les leviers, toutes les contraintes. Personnellement, ce serait plus en lien avec le cyberharcèlement, mais qui est en train de se développer envers le professeur et pas entre élèves. C'est-à-dire que, en fait, ça donnerait l'occasion aux enfants d'avoir un outil média pour enregistrer le cours, filmer le cours à l'insu du professeur. Et personnellement, moi, je serais pour ouvrir la classe et comme ça, tout le monde voit comment ça se passe dans ma classe. Mais il y a d'autres enseignants qui ne le voient pas de cet œil-là et ça leur est déjà arrivé. C'est très courant, c'est de plus en plus courant même, je trouve, que les enfants utilisent, vous savez, comme avant, c'était peut-être la boulette de papier derrière le dos du professeur. Et bien aujourd'hui, c'est j'enregistre le cours, je fais des petits montages, et puis je le publie sur Snapchat ou sur les réseaux sociaux. Et ça vous est déjà arrivé, Gaëlle? Vous avez déjà été confrontée à ce problème? Des collègues, oui. Moi aussi, l'année dernière, j'ai été confrontée à une élève qui avait enregistré une partie du cours et qui l'avait tronqué et mal déformé. Et ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Donc, si la communication n'est pas très bonne au niveau interne, ça peut vite dégénérer, en fait. Et comment est-ce que justement ça s'est résolu? Est-ce que vous avez pu entrer en discussion avec cet élève qui avait sorti de son contexte une partie de votre cours de français? Est-ce que ça a permis finalement de pouvoir nouer une nouvelle relation avec elle? Franchement, quand l'enfant ou la famille en face nie les faits, oui, après c'est un travail entre le chef d'établissement et le corps enseignant, les personnels de l'éducation. Mais oui, après on renoue avec la famille, la communication et forcément on fait tout pour que cela s'arrange et pour pas rester sur des mauvais avis. Au contraire, moi je pense qu'on devrait utiliser que les enfants devraient utiliser les smartphones en classe et que ça nous permettrait beaucoup plus de facilité au niveau des enseignements pour justement ce dont parlait tout à l'heure Hélène, impliquer l'élève activement dans la pédagogie. Oui, absolument. Et je suis assez stupéfaite, encore une fois, par l'expérience que vous nous relatez ici, Gaëlle. Je voudrais faire réagir Hélène parce que c'est justement aussi le double enjeu de Modco, si j'ai bien compris. Il y a la partie contenu pédagogique, que là tout va bien, mais il y a surtout cet enjeu de responsabilisation sur les usages numériques pour ces collégiens et ces collégiennes. C'est-à-dire qu'on leur permet d'aller en mode collège sur leur smartphone pendant le cours, oui, mais parce qu'on leur fait confiance. Oui. Et pour parler justement de cette pédagogie de l'empathie, à mes côtés, Hélène Azevedo, vous êtes la cofondatrice de Modco, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, et Gaëlle Hassoun, vous êtes ingénieure en neuroéducation, vous êtes aussi professeur de français, notamment en REP+, à Nice, et vous avez fondé cette association formidable qui s'appelle Be Enjoy, qui repose justement sur cette pédagogie de l'empathie, et c'est la raison pour laquelle vous êtes entrée également en 2021 dans le top 50 du Global Teacher Prize. On avait reçu Juline Anquetin-Rowe notamment, qui est une des lauréates de cette même édition 2021 du Global Teacher Prize. D'abord, j'aimerais qu'on revienne avec vous, Gaëlle, sur la notion même d'empathie, parce que la définition assez commune, c'est de se dire que c'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'ils ressentent, mais en 2023, on peut définir l'empathie comment? Comme un super pouvoir? En 2023, on peut toujours la définir comme le définissait déjà à l'époque Jean de Séty. Et en fait, il y a une particularité que les gens souvent oublient quand on est dans la fiction ou dans les séries télé, c'est la capacité à se différencier de l'autre. Et cette capacité à se différencier de l'autre, elle est capable seulement quand on arrive à prendre conscience soi-même de ses propres émotions.
Donc si c'est un super pouvoir, je dirais oui et non. Oui, si on arrive à l'utiliser, parce que quand on est tous avec cette capacité d'empathie. Et non, dans le sens où euh, tout le monde l'a et donc tout le monde pourrait l'utiliser. Oui. On est tous empathiques. Je crois qu'il y a plusieurs types d'empathie, hein. L'empathie émotionnelle, l'empathie cognitive et puis l'empathie mature. C'est celle qu'on va pouvoir partager avec l'autre, celle qui va devenir réciproque, c'est bien ça? En fait, il va y avoir l'empathie sociale et l'empathie cognitive, comme vous dites, c'est l'empathie émotionnelle, mais en fait, les trois vont se mélanger dans le sens où elles dépendent quand même beaucoup de la théorie de l'esprit, de la façon dont le cerveau va développer cette faculté à pouvoir se mettre à la place de l'autre, à représenter les idées de l'autre. Et on peut dire que l'enfant est empathique à partir de l'âge de 3 ans à peu près, justement quand ses fonctions cognitives lui permettent de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ce qu'il peut ressentir, ce qu'il peut imaginer, ce qu'il peut penser. Et c'est à partir de là qu'il faut accompagner l'enfant dès la naissance pour pouvoir lui apprendre, un petit peu comme tout à l'heure quand on parlait de l'accompagnement aux outils numériques, eh bien l'empathie c'est de la même chose. Oui, il faut savoir la cultiver, l'accompagner, la faire grandir, faire finalement fructifier cette qualité intrinsèque. Ça me rappelle beaucoup les travaux d'une pédiatre que vous connaissez bien, Catherine Guéguen notamment, qui travaille sur cette intelligence émotionnelle dès la naissance. Il y a un mot qui est très à la mode en ce moment, c'est celui de soft skills, c'est cet apanage de compétences comportementales notamment. Est-ce qu'on peut faire entrer l'empathie au sein de cette nouvelle classification ? En fait, quand on regarde la définition des soft skills, qui s'apparente en fait aux life skills et qu'on nomme en France les compétences psychosociales, l'empathie est clairement définie comme telle. Donc, soft skills, oui, je pense que c'est un terme qui a été surtout utilisé en entreprise pour reprendre les compétences qui sont nécessaires, on va dire, pour l'employé, les futures démarches de ressources humaines. Nous, on va parler plutôt de façon globale, c'est-à-dire au niveau international, on parle plus de life skills. Dernièrement, il m'est arrivé d'en parler justement avec la toute ancienne, on va dire, ministre de l'Éducation de la Colombie. Et quand on veut parler des compétences psychosociales, on parle plus de life skills. Et c'est aussi le bonheur à l'école, Gaëlle Assoun. C'est ce que vous essayez notamment de faire avec cette classification que vous avez déterminée grâce à votre association Be Enjoy, une classification de ces life skills, de ces compétences psychosociales. En pratique, comment ça se présente? Et puis ça s'adresse surtout à qui en priorité? Aux élèves, aux parents, aux enseignants et enseignantes? Oui, alors en fait, là, vous êtes en train de montrer la charte de mon association, qui est basée sur le référentiel des compétences psychosociales, qui a été, lui, publié par Santé publique France, en collaboration avec des chercheurs, des acteurs du terrain et puis des décideurs. Et donc, ce référentiel, il est mis à la disposition de toutes ces personnes, dont moi, en tant qu'enseignante, dans lequel, en fait, il rappelle les 9 compétences psychosociales qu'on n'a pas définies tout à l'heure, mais qui sont quand même en lien avec la cognition, l'émotionnel et le social, et qui rassemblent en fait la faculté de gérer son stress, je vais les dire très rapidement, hein, gérer son stress, réguler ses émotions, connaître ses émotions, mais également avoir une maîtrise de soi, un esprit critique. Et toutes ces compétences ont encore 21 compétences psychosociales spécifiques. Et donc, grâce à tout ça, j'en ai déterminé certaines qui sont déjà dans le livret scolaire universel. Et j'ai créé un carnet d'objectifs que je peux utiliser en classe avec mes élèves pour les accompagner sur leur comportement, avec les familles aussi en lien pour tisser justement la coéducation. D'une autre partie, on va dire en classe, en cours, par rapport aux autres programmes qui existent pour développer les compétences psychosociales, en fait, moi j'ai décidé, en me basant sur des recherches scientifiques, d'intégrer l'empathie directement dans mes cours et de ne pas en faire des ateliers justement ou des heures en plus. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de mon cours, on va développer, alors en même temps, moi je fais du français, donc c'est plus facile, je vais développer les émotions des personnages et on va les mettre en scène, on va les faire jouer aux enfants par exemple, ils vont pouvoir se mettre à la place des personnages et vivre leurs propres émotions, apprendre à les définir. Quand on va écrire également des sujets d'invention, on va devoir créer le personnage, créer une situation. Est-ce que cette situation est réelle? Est-ce qu'elle est plausible en situation, on va dire, en classe? On va faire rejouer également quand on va faire des scènes de harcèlement.
On développe le conseil des élèves pour pouvoir s'autogérer et leur donner de la responsabilisation au niveau de leurs tâches en classe. Par exemple, pour prendre les devoirs des absents et pouvoir suivre comme ça le cours pour les enfants qui sont à la maison, qui ne peuvent pas venir. Donc il y a Vraiment, plein de petites choses différentes que je vais faire en classe. c'est vraiment une application au quotidien de cette empathie, de ces compétences psychosociales. Je reprends votre exemple du jeu de rôle, tiens, justement parce que ça me fait penser à une étude qui a été publiée en août dernier dans la très sérieuse American Economic Review par Yann Algan, qui est prof à HEC, et des chercheurs de l'Université de Montréal. Ils ont observé 2 groupes d'enfants de 7 à 9 ans. L'étude a duré une trentaine d'années, hein. Je vous préviens tout de suite parce qu'il fallait vraiment pouvoir avoir aussi cette étude sur une longue traîne, une longue durée pour se rendre compte des réalités de l'apprentissage de l'empathie. On a séparé ces enfants en 2 groupes. D'un côté, on a observé ceux qui, justement, pouvaient apprendre l'empathie grâce à des jeux de rôle notamment. De l'autre côté, des enfants qui, en cas de problème, étaient directement sortis de la classe, tout simplement, étaient présentés à des professeurs, avaient une sanction qui tombait de façon sonnante et trébuchante. Les conclusions, elles sont édifiantes. Le premier groupe, donc ceux qui ont vraiment, ces enfants qui ont vraiment suivi un enseignement empathique, ont eu 30% de chances supplémentaires de faire de grandes études. Leur salaire est supérieur de 20% par rapport à celui du second groupe et 20% en moins en tant que casier judiciaire. L'enseignement des compétences non cognitives à l'école, elle impacte considérablement sur la vie des futurs adultes, on le voit Gaëlle, mais ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui les life skills, l'empathie, en France notamment, c'est un peu un angle mort dans l'éducation. Alors, je dirais peut-être pas un angle mort, je dirais que c'est en construction, parce que justement maintenant, enfin très récemment, là, depuis le Grenelle de l'éducation justement, et des études qui ont été menées sur les résultats en France et dans le monde, en fait, on a la politique de l'éducation nationale est en train de prendre un virage vers les life skills, vers l'application en classe. D'un autre côté, parallèlement, il y a aussi la tribune que j'ai signée pour une violence non violente, une éducation non violente, pardon. Une violence non violente, c'est paradoxal, mais une éducation non violente, formidable, absolument. Et vous en êtes signataire, tout à fait. Oui, et donc parallèlement, parce que comme on dit depuis le début de votre émission, il faut commencer très tôt. Il faut commencer dès l'école, dès la maison, avec les parents. Et donc cette tribune, elle est lancée en collaboration également avec des parlements au niveau politique pour qu'on puisse agir sur de l'accompagnement au niveau de l'éducation non violente qui justement développe l'empathie et développe les life skills, les compétences psychosociales dans les familles pour ensuite se continuer à l'école et puis donc en primaire et puis pour arriver au collège. Parce que si si on isole le collège comme le point déterminant des émotions des enfants quand ils arrivés à l'adolescence, le développement de leur cerveau font qu'ils sont quand même très difficiles de contenir, on va dire ça très gentiment. Eh bien, on n'a rien compris en fait. C'est-à-dire que c'est depuis le début, c'est une harmonisation globale entre des partenaires, les familles, les politiques, l'enseignement, le ministère de l'Éducation nationale. Oui, ce qu'on voit avec vous deux, Gaëlle et Hélène, avec vos initiatives différentes mais complémentaires, c'est qu'il y a vraiment toujours ce continuum, hein, encore une fois, enfants, famille, enseignants, enseignantes. Il faut vraiment avoir cette démarche holistique pour que ça puisse fonctionner.